Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Éruption, podcast qui est porté par l'ETNA, l'école des technologies numériques avancées. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Inès, étudiante dans l'ETNA, et Gabriele dans ce podcast qui donc a pour objectif de donner la parole à nos étudiants alternants et à leurs tuteurs en entreprise. On a donc le plaisir d'accueillir Ubisoft Paris, le studio, pour cet épisode. Je vais donc leur laisser la parole pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour Inès. Bonjour. Est-ce que du coup tu peux nous parler un petit peu de toi? Alors donc Inès, je suis actuellement étudiante à l'ETNA en 3e année. Je suis également en alternance chez Ubisoft Paris Studio sur le poste de Release and Build spécialiste assistante. Sur le même poste que Gabriel ici présent, mon tuteur, que je vais laisser se présenter aussi. Enchanté. Du coup, je suis Gabriele Ficara, je travaille chez Ubisoft Paris maintenant depuis 2022. Je travaille dans le rôle de Release and Build Specialist, qui est un rôle très spécifique aux jeux de vidéo. C'est une branche du DevOps dédiée à la gestion des versions du jeu qui vont être déployées soit à l'intérieur du studio, du coup par exemple aux développeurs, au QA, ou à l'extérieur, une fois que le jeu est prêt pour les joueurs, le moment où on veut release le jeu. Super, merci. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus spécifiquement de quelques chiffres peut-être ou d'une petite présentation de Ubisoft Paris? Bien sûr. Ubisoft, c'est un des plus grands studios de jeux vidéo au monde. Il fait 17 000 employés dans le monde et il a plus de 30 studios. Il était fondé en 1986. Okay. Et maintenant, nous en particulier, on travaille chez le studio de Paris, qui fait autour de 800 employés. Et il a travaillé sur des grandes marques comme Just Dance et Ghost Recon. Ok, super. Merci beaucoup. On va du coup rentrer dans le vif du sujet. L'objectif étant donc de parler un petit peu de la dimension de l'alternance quand on est amené à choisir un parcours de formation de ce type-là. Et donc là, en l'occurrence, on a la chance de pouvoir l'envisager au travers du prisme d'une alternance chez Ubisoft Paris. Inès, comment ça s'est passé ta recherche d'alternance? Ma recherche d'alternance, à moi, c'est un processus assez long. Il y a beaucoup comment dire, d'étapes de candidature et d'autres candidats, donc c'est compliqué de se démarquer, donc c'est important de saisir toutes les opportunités qui se présentent. À ce niveau-là, c'est pour ça que grâce à l'ETNA, j'ai eu pas mal d'opportunités, que ce soit des forums, des salons, des rencontres avec d'autres entreprises au sein de l'école. Donc j'ai saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à moi pour me fermer le moins de portes possible, et j'ai essayé de faire une recherche très vaste et de ne pas me bloquer dans une case, par exemple de me dire je veux vraiment une alternance en développement web. D'accord. J'ai vraiment cherché un peu partout parce qu'il y a beaucoup d'autres candidats, donc c'est compliqué de trouver une opportunité. Mais grâce à l'ETNA et à ma recherche, j'ai réussi quand même. Ok, donc vraiment là où tu insistes, c'est ce côté concurrentiel. C'est ça. Le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui cherchent à se former, que les opportunités ne sont pas forcément aussi volumineuses que peut représenter le nombre de jeunes aujourd'hui sur le marché. Ouais. Du coup, selon toi, où est-ce que toi tu as apporté de la méthode dans ta façon de chercher? Ce que tu nous expliques, c'est le fait de ne pas avoir fermé de porte. Ok, c'est hyper intéressant. Tu sais à peu près quel volume ça a représenté ou pendant combien de temps est-ce que tu t'as cherché? Je crois que j'ai recherché pendant 5 mois environ. Ok. 5 ou 6 mois. 5 ou 6 mois de recherche très intensive, mais c'est important aussi parce que quand on est dans la recherche, on peut se dire là j'ai besoin d'une alternance dans 3 mois, je vais essayer de postuler le plus possible, mais c'est important quand même de faire attention et de bien postuler de manière précise, d'adapter sa candidature pour se démarquer justement des autres candidats. Donc même si ça peut être parfois démotivant de ne pas avoir de retour, etc., il faut quand même persévérer et faire attention de montrer qu'on est motivé et de montrer qu'on est un bon choix pour tel poste et pas envoyer des candidatures génériques partout. La qualité de la candidature avant tout. Ouais, c'est ça. Très intéressant. C'était la première fois que tu cherchais une alternance?
Ouais, c'était ma première expérience professionnelle même. D'accord. À part stage de 3e comme tout le monde. Mais donc c'était un challenge aussi à ce niveau-là, parce que j'avais jamais passé d'entretien. Je n'étais pas du tout familière avec le monde de l'entreprise. Mais j'ai été quand même bien accompagnée aussi par l'école, par l'ETNA, des entraînements d'entretien, de comment faire son CV, comment faire une lettre de motivation, tout ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Super. Et donc pour toi, Gabriele, qu'est-ce que tu regardes en priorité chez un alternant ? C'était un peu particulier notre recherche parce que comme notre domaine c'est très spécifique aux jeux vidéo et c'est pas très commune, en fait nous on cherchait la motivation dans le domaine, la motivation en particulier du DevOps, et Inès avait bien montré ça dans sa candidature. On cherchait quelqu'un qui était bien sûr si possible passionné par le projet, dans le sens à l'époque c'était pour Just Dance 2026 qui était sorti l'année dernière. Et enfin, c'était super intéressant aussi du point de vue de la recherche de Inès, c'était que la durée de l'alternance était variable. Et du coup, ça nous donnait un certain dynamisme pour voir si on avait besoin dans les années suivantes encore de renouveler une alternance, mais on avait déjà quelqu'un qui est formé, on pouvait faire ça et c'était un gros plus pour nous. D'accord, le fait de pouvoir se projeter dans la durée. Exactement. Ok. Quelle importance en tant que tuteur/recruteur tu apportes au projet personnel, à l'animation d'un GitHub par exemple ? Alors, dans notre recherche, c'était pas super important. D'accord. Mais c'est spécifique à ce qu'on fait, encore une fois. Parce que nous, c'est du DevOps déjà. C'est plus difficile d'avoir des projets GitHub, GitLab sur le domaine. Mais aussi, en plus que ça, c'est très particulier. C'est très particulier, c'est très spécifique. Du coup, on savait que, en tout cas, la personne qu'on allait embaucher, il allait être dû former plus ou moins de zéro. Je dis ça, mais c'est dans notre cas spécifique. Oui, bien sûr. Pas très important. Mais je sais que dans des autres domaines du jeu vidéo, comme ça peut être par exemple du tool development, des développements d'outils ou du développement, ce qu'on appelle GPP, ça veut dire Gameplay Programmer, c'est les personnes qui travaillent effectivement sur toutes les fonctionnalités du jeu. Là, c'est beaucoup plus important d'avoir un dépôt GitLab, des repos GitLab bien remplis, bien intéressants pour les recruteurs et bien sûr pour les ingénieurs à regarder avant de faire... Après, moi, je trouve que cette particularité, en fait, elle est hyper intéressante parce que ça rejoint ce que disait Inès, le principe de dire, en fait, il faut faire des candidatures de qualité, il faut s'investir dans ces candidatures. Et donc, si on sait que dans l'écosystème spécifique dans lequel Inès a réussi à trouver une opportunité, cet aspect des projets personnels ou de sa capacité à animer un écosystème technique, c'est pas une priorité pour y rentrer, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se focalise dans notre candidature sur d'autres points à mettre en avant, d'autres choses à valoriser, d'autres compétences à valoriser. Et si on ne le sait pas, peut-être que justement on va mettre le poids sur des projets plutôt personnels qui en fait n'ont pas d'impact particulier pour ce besoin. Donc en fait finalement il y a bien un lien intéressant à faire. Ce que c'était super important de la candidature d'Inès, je trouve, c'est bien sûr la motivation. Qu'elle a bien montré la motivation dans le DevOps, dans la pratique DevOps, qui n'était pas présent dans toutes les candidatures, souvent. Et bien sûr, aussi, ça a l'air d'être relativement une petite chose, mais aussi juste mentionner le projet, mentionner le fait que l'environnement c'est intéressant, la passion... Elle savait dans sa candidature qu'elle allait travailler sur Just Dance. Elle a écrit qu'elle était intéressée au jeu. Et c'est bien parce que tout le monde ne le fait pas. C'est le niveau de détail qui finalement peut faire la différence. C'est là qu'on peut se dégager et se différencier de ceux qui n'ont pas forcément lu correctement ce à quoi ils doivent répondre. Et ceux qui prennent le temps d'analyser ce à quoi ils doivent répondre. C'est bien parce que du coup, ça me permet d'avancer sur cette question. Selon toi, du coup, Inès, c'est cette motivation qui a fait la différence pour réussir à décrocher cette alternance ou tu y as mis un ingrédient supplémentaire ?
Je pense que ça a été l'élément principal. D'accord. En dehors du fait, on va dire, côté technique, j'ai aussi postulé très tôt. D'accord. Je pense que j'avais postulé peut-être 2 jours après que l'offre ait été postée. C'est important parce que Ubisoft, c'est un des premiers recruteurs dans le jeu vidéo en France. Donc il y a beaucoup de candidats. Donc ça joue aussi. Mais la motivation, laisser même un message de motivation, parce que aujourd'hui, quand on postule, on a la possibilité de laisser un message, pas forcément d'envoyer une lettre de motivation. Ça fait la différence. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ça. Okay. Je pense que ça a beaucoup joué. Ok, top. Et alors, postuler chez Ubisoft, c'est un mythe, c'est une réalité. Alors, du coup, on ne pourra pas dire ici que c'est inaccessible, puisque du coup, tu as franchi et tu as obtenu cette opportunité. Mais selon toi, c'est quoi? Faut se lancer? Faut arrêter de se poser trop de questions? C'est exactement ça pour moi. Moi, quand j'ai vu l'offre, j'ai vu Just Dance, j'ai vu Ubisoft, j'ai dit j'aime Just Dance, j'ai beaucoup joué au jeu, j'aimerais beaucoup travailler là-bas, je cherche une alternance, ils cherchent un alternant, je postule. C'est aussi simple que ça. Il y a parfois le syndrome de l'imposteur, on peut se dire qu'on n'est pas forcément légitime, surtout quand on postule pour des grosses entreprises, des gros groupes. Mais il ne faut pas se poser de questions, on ne perd rien à postuler, surtout si on fait attention et qu'on envoie une candidature personnalisée, pertinente pour l'offre. Il n'y a pas de raison de perdre quoi que ce soit. Top. Gabriele, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes ou est-ce qu'il y a des erreurs qui sont rédhibitoires, selon toi, alors peut-être quand on postule au sein d'Ubisoft, peut-être dans le monde, ou à minima à Ubisoft Paris, mais en tout cas pour toi, ton regard sur ce que des candidats font mal et qu'on pourrait du coup aider à éviter ce type de réflexe? En erreur qui était rédhibitoire, très rédhibitoire pour nous quand on a fait la recherche, c'est qu'il y a eu plein de candidatures qui n'étaient pas pertinentes au poste. D'accord. Tout simplement de rôles qui étaient complètement différents. On parle de community manager par exemple, pas un rôle qui était technique. Et en vrai, ça c'était sûrement une chose qui bloquait. Et en plus, bien sûr, je pense aussi la logique derrière, c'est peut-être ils peuvent passer mon CV à quelqu'un qui l'a besoin, mais souvent dans ce type d'entreprise, sur cette taille-là, en fait, il n'y a pas autant de communication entre corps de métier, aussi loin entre eux. Mais sinon, encore plus pertinent, bien sûr, pour des étudiants de l'ETNA, c'est bien adapter sa candidature au poste. Okay. Du coup, changer son CV pour s'assurer qu'il marque les choses plus importantes, plus intéressantes pour nous en tant que personnes qui recrutent, en tant que RH, pour l'équipe RH, pour remonter Ok, donc c'est manipuler l'information qui se trouve dans le CV pour valoriser ce qui est cohérent par rapport à ce pourquoi on postule. Et pas garder, peut-être changer uniquement un intitulé de poste parce que les annonces ont des intitulés différents, mais de rentrer aussi dans le contenu du CV et de le valoriser différemment. Exactement. Okay. Après ça, aussi, comme Inès mentionnait, le message de motivation, email ou message de motivation, selon le besoin, c'est super important. Parce que, encore une fois, avoir quelqu'un qui nous dise « j'aime bien le jeu qu'on va développer », c'est intéressant pour nous. Ça montre que la personne va bien s'intégrer probablement avec l'esprit de l'équipe, etc. Okay. Et surtout, aussi, comme je disais, encore plus important par rapport au domaine du DevOps, quelqu'un qui me dise « j'aime bien le domaine du DevOps, je suis très curieux d'y rentrer », ça nous change. Et quand on dit qu'on est curieux du DevOps, il faut quand même avoir un minimum de connaissances culturelles du DevOps, ou rien que déjà le fait d'annoncer qu'on s'intéresse à cet écosystème, comment on le prouve en fait finalement? En fait, ça c'est une chose qu'on va en discuter après. Pendant les entretiens? Pendant les entretiens. Okay. Bien sûr, lire « je suis intéressé au DevOps », c'est différent de « je suis vraiment intéressé au DevOps ». Okay. Mais une fois qu'on fait les entretiens, on se rend bien compte de est-ce que la personne est vraiment intéressée dans ça ou est-ce qu'il a mis juste ça dans le CV pour montrer. Mais c'est là qu'il y a un enseignement hyper intéressant, c'est qu'en fait, on n'annonce pas juste des choses, on ne met pas dans une candidature des choses qui vont faire plaisir. On s'investit dans la candidature, on la travaille, et quand on dit qu'on a un intérêt pour le DevOps, il faut être en mesure de le prouver. Quand on dit qu'on a un intérêt pour tel domaine, il faut aussi être en mesure de le prouver. Et il ne faut pas rester dans l'artifice
mais il faut vraiment aussi se préparer. En fait, du coup, la candidature, elle est longue, parce qu'elle n'est pas que associée à CV plus, en effet, petit texte de motivation. Elle va être aussi associée aux étapes qu'on va passer après, aux entretiens. Et ça se prépare, du coup, tout autant, parce que quand on a annoncé une couleur, il faut être capable de maintenir ce niveau-là après, pendant les entretiens. Bien sûr. Et comme on disait, nous, on n'était pas super strict autour de ça, parce que c'est un poste relativement de niche. Ouais. Mais quand même, on a posé la question, on a discuté de ça pendant les entretiens, et c'est super important. Et un dernier point que je mentionnerai, c'est, dans notre cas, on n'a pas trop regardé dans ça, mais c'est super important d'avoir un lien à une page GitHub, GitLab, pour que les recruteurs ils puissent aller voir. Oui, ils puissent aller regarder. C'est super important. Ouais. Il n'y a pas besoin forcément que les contributions dedans ou que ce qu'on y trouve soit associé aux besoins du poste, mais il faut que ce soit existant. Qu'il y a au moins des contributions. Voilà, c'est ça, ok. Hyper intéressant. Merci à tous les deux pour cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie, ça y est, on arrive chez Ubisoft, comment on a cette immersion dans le studio. Inès, le premier jour chez Ubisoft, c'est quoi l'émotion? C'est de la pression? C'est de l'excitation? Comment on se sent? C'est beaucoup d'excitation, parce que j'étais très contente d'avoir eu cette opportunité-là. Un peu d'appréhension et de stress, comme n'importe quel premier jour, n'importe où. Surtout que, comme j'ai dit, c'était ma première expérience professionnelle. Mais j'en tire que du positif de ce premier jour, parce que j'ai été vraiment bien accompagnée, présentée aux équipes, présentée aux jeux, aux outils même. Et je suis ressortie de cette journée vraiment heureuse et en ayant hâte de retourner le lendemain. Super. Et comment est-ce que tu as vécu du coup cette petite phase de découverte dans laquelle il faut s'adapter à la connaissance des équipes et à leur méthode de travail, aux différents outils qui sont utilisés, au processus. Donc on n'est pas forcément bien sûr obligé de rentrer dans ce que vous exploitez, ce que vous utilisez comme outil et process, mais toi cette période-là, est-ce qu'elle a été plus ou moins longue? Est-ce qu'elle a été rapide? Comment est-ce que tu l'as vécue? Cette période-là, elle a été relativement longue, parce que comme on a pu l'énoncer un peu avant, j'arrivais un petit peu avec des légères bases sur déjà l'informatique en général, mais de légères bases sur le DevOps. La majorité des outils, c'est des outils dont soit j'avais jamais entendu parler, soit je les avais jamais pris en main. Surtout, c'est des outils spécifiques aux jeux vidéo qu'on n'a pas forcément l'occasion d'utiliser dans un cursus d'études supérieures. D'études supérieures classiques et pas spécialisées dans le jeu vidéo, bien sûr. Mais ça a été progressif. Déjà, la prise en main des outils, petit à petit, acquérir les bases et travailler de plus en plus sur des tâches de plus en plus importantes. Et au niveau des équipes, apprendre comment les équipes travaillent entre elles, comment elles communiquent entre elles, qui fait quoi et qui sert à quoi. Ça a été aussi très enrichissant. Et est-ce que du coup tu penses que ça t'a aidé à développer des compétences type la patience, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais et en fait tu t'es laissé porter dans une rivière, dans un flux qui était plus confortable pour toi, ou est-ce que ça t'a demandé justement un petit peu de travail, de dire ok, en fait moi j'ai envie que ça aille plus vite, ou tu t'es retrouvé dans un timing qui te convenait? Je trouve que je me suis retrouvée vraiment dans un flow qui était très bien, parce que j'étais très bien suivie par mon tuteur régulièrement. Est-ce que ça va trop vite, est-ce que tu aimes ce que tu fais, tout ça, c'est très important. Et ça a fait qu'à aucun moment je me suis sentie submergée, mais aussi à aucun moment je me suis sentie ennuyée ou de me dire bon, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. C'était vraiment très continu. Top. Gabriele, c'est quoi toi du coup ton regard sur cette partie intégration? Comment on intègre un alternant dans un domaine spécifique et dans un studio comme celui d'Ubisoft Paris? Du coup, je pense que ça ressemble sur certains aspects une intégration dans n'importe quel studio qui n'est pas nécessairement de jeux vidéo, je ne sais pas quelle boîte on va dire. Bien sûr, la première étape, c'est un peu plus spécifique, parce que comme dans toutes les boîtes, on présente l'alternant à l'équipe, mais aussi on introduit les différents métiers du jeu vidéo à l'alternante. Bien sûr. Parce que, surtout dans notre rôle, nous on fait beaucoup de support aussi. Et du coup, on interagit avec tous les membres de l'équipe. Et du coup, bien comprendre les différents rôles, comme ça peut être
quality assurance, comme ça peut être encore une fois gameplay programme, ce que je mentionnais avant, ou UI, UX, etc. Introduire l'alternant à tous ces métiers-là, comme ça, il est un peu confortable et il commence à être confortable à l'équipe. Et bien sûr, après, on montre le jeu sur lequel on travaille. Ça donne beaucoup de motivation, je crois. Oui. C'est super intéressant. L'envers du décor. Quand tu vois vraiment ce que tu es en train de faire, ça te donne un objectif en certain sens. Et on présente aussi tous les outils nécessaires au travail. Cette partie-là, au début, c'est pas pour que Inès savent utiliser tout ça. On ne va pas passer 3 mois à présenter les outils sans interruption. Pas 3 mois, mais 3 jours, comme ça. Mais on explique quels sont les différents outils et quel c'est le but de tous ces outils. Okay. Comme ça, elle comprend, elle a une vision un peu C'est une vue macro de tout ce qu'on fait. Et bien sûr, il y a tout le côté d'accompagnement du manager depuis ça, pour voir comment ça va, comment ça passe, etc. Commencer à apprendre, commencer à pratiquer les choses. Voilà. Et aussi, bien sûr, côté ressources humaines, pour qu'elle comprenne tout ce qu'elle a besoin. Ok. Et du coup, selon toi, Inès, il y a une grosse différence entre la mentalité qu'on a quand on est en formation ou la mentalité qu'on a quand on est en entreprise? Est-ce qu'il y a une différence? Et est-ce que ça a été un sujet pour toi, ou est-ce que tu as réussi justement à te mettre assez rapidement dans ce changement d'état d'esprit? Il y a un écart, ça c'est sûr. Il faut basculer comme dans n'importe quel domaine. Moi, je pense qu'un des avantages que j'avais, c'était qu'à l'ETNA, on est en pédagogie par projet. C'est pas uniquement de la théorie, donc j'avais déjà quelques bases, que ce soit sur travail d'équipe, comment organiser des projets, et même des compétences techniques qu'on acquiert quand on travaille sur des projets concrets. Donc à ce niveau-là, je pense que ça m'a aidé à pas avoir une grosse difficulté à basculer. Peut-être j'avais des appréhensions sur est-ce que je vais avoir les bons codes de l'entreprise, on va dire, comme c'était ma première expérience, mais rien qui ne représentait un challenge insurmontable. Ok. Et du coup, Gabriele, quand on a une alternante qui débarque dans cet écosystème qu'on a bien exprimé, très spécifique, une fois qu'on a cette overview, qu'on a cette vue un peu macro, comment est-ce qu'on structure la montée en compétences du fait des enjeux que représentent les missions qui peuvent être confiées à l'étudiante? Pour moi, c'est très similaire en jeu vidéo, on va dire, la montée en compétences. Pourquoi? Parce qu'on a tous joué dans des jeux à la fois, où tu fais un tutoriel qui ça dure 1 heure d'affilée, et après à la fin du tutoriel, tu pars, tu fais autre chose, tu retournes, tu ne te rappelles plus toutes les mécaniques du jeu. Quand on rentre dans une entreprise, en fait, il faut prendre les bonnes pratiques des tutoriels des jeux vidéo, par exemple, qui n'est pas de tout entraîner d'un coup, mais de te montrer une fonctionnalité, une type d'action que tu peux faire dans le jeu, et te laisser mettre en pratique ça. Et après, tu apprends la prochaine fonctionnalité, tu mets en pratique ça. Comme ça, graduellement, tu acquiers toutes les connaissances nécessaires pour compléter le jeu. Et c'est la même chose quand on fait une alternance, quand on fait un stage, etc. Il faut que l'alternante est capable de apprendre et mettre en pratique au fur et à mesure de ses avancements. Bien sûr. C'est super important parce que si on apprend une chose et on la met en pratique, on a une tâche associée à ça, on voit qu'on avance. On voit qu'à chaque fois, on apprend une nouvelle chose, on la met en pratique, ça rentre dans notre librairie de capacités, de compétences. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, c'est comme ça qu'on a structuré nos connaissances. On part de petit à petit, on avance. Et après, Inès maintenant est capable de bien interagir avec notre structure, avec notre infrastructure, avec notre système, et bien capable aussi de faire du support autour de ça et de nous aider pratiquement, concrètement dans notre travail dans le day-to-day. Top. On en profite. Bravo, du coup, pour ça. Merci Bravo. beaucoup. C'est chouette.
C'est une belle preuve d'abnégation et de travail. Ouais. Et je pense que c'est aussi un élément important en fait, à rappeler à toutes ces personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, la base intrinsèque de la réussite d'un parcours, ça reste la charge de travail qu'on s'impose, et puis la culture et la méthode et les process qu'on accepte de mettre en place pour y arriver. Donc c'est chouette. Est-ce que donc le fait de paralléliser, monter en compétences, gestion de l'information, d'Inès, du coup, au travers des attentes et des besoins en temps de formation qu'elle doit utiliser dans son alternance, est-ce que ça a été confortable pour vous de pouvoir piloter ces moments de formation et les moments où elle était disponible pour travailler sur vos sujets ? Alors, oui, c'était pratique d'avoir un certain dynamisme sur ces horaires des études, mais on a quand même perdu un peu les avantages qu'il y en a avoir un calendrier fixe. D'accord. Surtout en termes de vision long terme, à la fois ça peut être un peu... ça peut être plus difficile à planifier à la fois. Mais sinon, en général, c'est très bien passé. Inès travaille bien au bureau, elle nous a jamais montré des difficultés. Je pense qu'elle n'a pas eu trop de difficultés dans alterner ses études. Et du coup, cette flexibilité du rythme, est-ce qu'elle a apporté du coup du concret opérationnel pour vous, le fait de pouvoir se dire, voilà, on sait qu'on a tant d'heures de formation à positionner sur cette période-là, mais on sait que sur cette même période, on va avoir des besoins spécifiques de présence d'Inès. Est-ce que ça vous a permis justement de manager ça, le fait que le rythme ne soit pas ferme et définitif ? Honnêtement, on n'a pas trop eu besoin de profiter de ça jusqu'à là, mais je sais que c'est une possibilité qu'il y en a, et je sais que le jour où on va en avoir besoin, on va dire... Vous allez pouvoir manager. À un moment où on a besoin plus d'aide de notre côté, qu'on peut demander à Inès de peut-être passer un jour à la semaine d'après, comme ça elle peut être avec nous pour des choses importantes. Ça marche, merci. Ton côté, toi Inès, cette gestion du temps entre l'ETNA, entre les projets au sein d'Ubisoft Paris, entre la vie personnelle, comment est-ce qu'on gère ça ? C'est beaucoup ? C'est beaucoup au début. C'est beaucoup surtout en première année d'alternance, parce qu'on n'a pas l'habitude du coup de devoir faire un équilibre entre le temps d'études et le temps de travail. Donc au début, on a beaucoup discuté sur quel jour serait mieux pour poser mes heures d'e-learning en concordance avec mes besoins à moi et les besoins de l'entreprise. Personnellement, j'ai jamais été submergée, je n'ai jamais vu ça comme un vrai challenge. Ça s'est fait relativement facilement. Il y a forcément des périodes, par exemple en fin d'année scolaire, on a toujours un peu plus de projets, on a toujours besoin des fois d'un peu plus de temps, donc c'est un peu plus compliqué de s'organiser. Mais je sais que par exemple si j'avais plus de charge de travail côté école, je pouvais en parler avec Gabriele, on allait pouvoir s'arranger. Donc c'est beaucoup au début, mais ça se fait. Mais ça s'installe au fur et à mesure, comme le tutoriel. Ça rentre dans la librairie et une fois que c'est dedans, ça roule tout seul. C'est ça. Gabriele, sur la partie purement managériale, la partie pratique d'accompagnement, on parlait tout à l'heure de la partie montée en compétences. Comment est-ce que ça se structure en termes de peut-être mentoring, en termes de code review ? Est-ce qu'il y a des momentum que vous avez mis en place ensemble pour justement assurer cette formation ? Ouais, bien sûr, avec Inès, avec Inès et le reste de l'équipe, on suit tous les bonnes pratiques du Scrum, du Agile. Du coup, on suit ce que c'est bonnes pratiques du développement. Du coup, code review, c'est fréquent, c'est obligatoire à tous les changements qui sont mergés dans nos projets. Et du coup, on s'assure que Inès, elle nous envoie des reviews pour que nous, on peut l'aider pour trouver des erreurs s'il y en a, ou améliorer des points qui peuvent être améliorés. Mais Inès elle participe aussi en tant que reviewer à les codes review, parce que c'est super intéressant, je pense, pour un alternant de pouvoir se former, d'apprendre et de reviewer et de montrer
là, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu peux faire un changement ici ou là? Et voilà, ça importe énormément, je pense. C'est très formateur, ouais. En plus de ça, il y a des one-to-one fréquents avec Inès. Du coup, on s'assure que son avancement il procède bien, qu'il est bien dans l'équipe. Son rythme, c'est pas trop stressant et si elle a besoin de faire des changements, si on a besoin d'itérer, changer quelque chose, on peut le faire. Et en plus de ça, comme on disait, on suit du Scrum, du coup on fait des suivis des tâches réguliers, on partage avec l'équipe l'avancement des tâches dans des stand-up tous les jours. On fait des états, des points, etc. pour s'assurer que son travail avance bien en accord à notre attente. Ok, ça m'amène une question. Est-ce que ça a été un sujet pour toi de développer cet esprit de communication ? Parce que du coup, là, j'entends que du coup, c'est presque au quotidien, que c'est régulier, qu'il y a ce besoin d'échanger les uns avec les autres. Il y a des théories qui disent que c'est pas forcément une compétence extrêmement développée dans le milieu de l'informatique, cet esprit de communication et cette capacité, en tout cas, à pouvoir le faire. Pour toi, ça a été nouveau ou c'est quelque chose qui a été relativement facile d'appréhension ? C'était pas complètement nouveau parce que c'était une dynamique que j'avais un petit peu déjà, qui était déjà instaurée donc à l'ETNA, même dans mes projets de groupe, on a toujours fait en sorte de communiquer et de faire des réunions quasiment tous les jours quand on est sur un module ensemble. Mais j'ai quand même beaucoup appris à ce niveau-là, niveau communication, niveau même relationnel, gestion de les équipes, parce que ça fonctionne pas pareil en entreprise que dans un groupe où on est avec ses camarades de classe. Donc ouais, j'ai beaucoup appris là-dessus aussi. Super. Et du coup, tu t'en sers de l'autre côté Etna, dans tes projets en équipe. Ouais. Ok. Donc c'est là que c'est juste l'essence même finalement de l'alternance, c'est que non seulement on monte en compétences, non seulement on vient apporter ce qu'on est capable d'apporter, parce qu'on n'arrive pas juste les bagages vides, on arrive aussi avec ce qu'on est capable d'amener dans une équipe, mais du coup c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens. On est capable de venir apporter de la compétence au sein de son alternance, au sein de son entreprise, et on est capable d'extraire des compétences qu'on est en train d'acquérir dans le monde professionnel et les mettre à disposition de sa formation, et ça fait que du coup enrichir la formation, ça la rend peut-être plus stable, peut-être plus facile, mais c'est hyper intéressant. Ok, merci. On va passer à la partie projet, comprendre un petit peu sur quoi vous avez travaillé. Gabriele, sur quel type de projet on met une alternante au début ? Sur quel type de... donc là, j'ai bien compris que de toute façon, le recrutement avait été opéré pour un jeu spécifique. Comment on s'y met ? Quelles sont les premières étapes ? Sûrement les premières étapes, c'est, on a dit, on veut que l'alternant il commence à travailler le plus tôt possible. Ouais. Pour avoir un sens de satisfaction le plus tôt possible, pour pouvoir avoir envie de rester, de continuer à travailler avec nous et pas juste en frustration d'apprendre tout le temps et d'étudier tout le temps. Du coup, on part par des choses qui soient simples, les choses plus simples et accessibles possibles. Du coup, si je sais qu'Inès, par exemple, je savais qu'elle avait des compétences dans GitLab, on profite de ces compétences-là pour commencer à travailler sur ça. On a confié à Inès, par exemple, du travail sur le développement de CI dans GitLab. Et elle a bien travaillé avec ça. Elle était capable bien d'itérer avec l'outil, travailler, d'avancer bien. Et sinon, on apprend par exemple, on parle de connaissances très simples pour commencer à travailler, par exemple, sur des outils de CI avec lesquels elle n'était pas nécessairement à l'aise au tout début. Elle ne connaissait pas au tout début, mais on commence à prendre les choses les plus faciles de ces outils-là et on commence à faire des tâches le plus tôt possible. Ok. Et du après, coup, bien sûr... Ouais. Non, vas-y, je t'en prie. Et après, bien sûr, on augmente progressivement la complexité des tâches pour bien avancer au fur et à mesure pour qu'elle puisse contribuer activement vers la fin, vers septembre de l'année dernière, aussi à la release du jeu sur lequel on travaillait. Ok, et donc, est-ce qu'on peut parler de ce jeu sur lequel vous travaillez ? Sur lequel vous avez travaillé ?
Le jeu sur lequel j'ai travaillé l'année passée, c'était Just Dance 2026, qui est sorti en fin d'année dernière. Ouais. Donc c'est un jeu, comme j'ai dit, qui me tient à cœur. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Nous, sur ce jeu-là, on travaille, comme on a pu le dire un petit peu au début, plutôt au niveau des versions du jeu. On n'est pas chargé de développer le jeu concrètement, mais plutôt de compiler tout ce qui va être produit par les développeurs, les artistes, etc., pour fournir une nouvelle version du jeu jouable à chaque fois. Ok. Et est-ce que dans cet environnement, tu as rencontré des défis particuliers qu'il a fallu, ou que tu as résolus, ou pour lesquels tu as eu besoin d'être accompagné pour les résoudre? Les défis, je pense, qui ont été le plus compliqués techniquement, ça va être la prise en main de certains outils particuliers. Nous, par exemple, on utilise des outils de gestion de version, dont notamment, par exemple, Perforce. Un autre exemple d'outil de gestion de version, pas forcément évident, mais c'est GitLab. Perforce, la différence, c'est qu'on peut gérer des fichiers beaucoup plus volumineux, des données beaucoup plus volumineuses. C'est pour ça que c'est pertinent dans le jeu vidéo. Du coup, c'est un outil beaucoup plus complexe. Donc voilà, la prise en main, comment ça fonctionne, etc. Je pense que c'est ça qui a pris le plus de temps aussi de mon côté. D'accord. C'est un outil qui est très spécifique. Pas exclusivement, ça peut être utilisé aussi dans le développement traditionnel. Mais c'est un outil qui est très utilisé dans le jeu vidéo à la place des Git. Et du coup, presque tous les jeux vidéo, ils utilisent ça pour gérer les différentes versions du jeu, des différents fichiers du jeu surtout. Et c'est un outil que sûrement on n'apprend pas dans des formations en général. C'est un outil très spécifique au domaine. C'est un outil qui est accessible si demain on a envie de s'y intéresser. C'est un outil auquel on peut avoir accès. C'est un outil payant. Ouais. Du coup, payant, on parle de gros montants ou c'est pas forcément accessible à quelqu'un qui a envie de... Je pense que c'est pas nécessairement accessible à quelqu'un qui veut faire ça juste pour apprendre la technologie. Après, je pense qu'il y a des possibilités de faire des essais gratuits ou sans pas trop payer. Mais c'est aussi une autre dimension par rapport à un autre... C'est complètement différent de GitLab. Et du coup, c'est non plus facile. Git, pas nécessairement GitLab. C'est pas non plus nécessairement simple de s'en procurer, de l'installer, de créer l'infrastructure nécessaire pour l'avoir. Pour l'utiliser. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser, Inès, depuis que tu es arrivée à Ubisoft Paris? Tout. Ma réponse, c'est tout. Parce que du côté technique, chaque nouvelle tâche, j'apprenais quelque chose de nouveau. Chaque nouvel outil, c'était un nouveau challenge. Donc, chaque jour, j'apprenais des nouvelles choses. Et ça peut paraître beaucoup, une grosse charge de travail, mais avec un bon accompagnement, c'est tout à fait faisable. Et même côté relationnel, comme j'ai pu le dire, j'ai appris chaque jour, même chaque réunion, chaque échange avec les autres équipes, j'ai appris au niveau relationnel, personnel, etc. Ok, et est-ce que ça t'aide, même si peut-être que le recul n'est pas encore suffisant, mais est-ce que ça t'aide aussi à commencer à comprendre la direction que tu as envie de prendre dans ton... Alors disons peut-être dans la fin de ton parcours de formation, mais même peut-être dans ton début de carrière professionnelle? Complètement, parce que même quand j'ai rejoint cette entreprise, j'avais envie de m'intéresser au DevOps, mais j'étais pas persuadée que c'était ce que je voulais faire, que c'était ma vocation. Moi, de base, je m'étais toujours dit que j'allais partir, par exemple, sur du développement classique, développement d'outils ou web classique, mais je me suis intéressée au DevOps. J'ai eu cette opportunité-là et pendant mon alternance, je me suis rendu compte assez tôt, honnêtement, je pense qu'au bout de 3-4 mois, je commençais déjà à me dire que ok, j'aime ce que je fais là, ça me plaît plus que le développement classique et j'ai envie de continuer ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis assez sûre que je vais me spécialiser dans le DevOps. Ok. C'est un bon démarrage. C'est gratifiant, on va dire. C'est hyper gratifiant. Et puis c'est sécurisant aussi, d'une certaine manière. Ouais.
on se dit qu'on commence à toucher vers quelque chose vers lequel on a envie de se destiner. Ça permet peut-être aussi d'ailleurs d'être plus facilement impliqué dans ce qu'on fait, parce qu'une fois qu'on s'enlève ces espèces de barrières, et finalement des choses qui peuvent nous travailler individuellement, tous, parce que je pense que le temps qu'on trouve la voie, ou en tout cas l'écosystème dans lequel on a envie d'évoluer, je pense qu'une fois qu'on a un début de réponse, je pense que ça facilite aussi pas mal de choses dans l'appréhension de toutes ces choses-là et dans le fait de pouvoir absorber la compétence, parce qu'on a répondu à une question assez importante. Sans parler forcément de la stack technique, Gabriele, à quoi on doit s'intéresser dans votre écosystème en termes de technologie, en termes d'outillage, si on a envie de se lancer dans cet écosystème? Sûrement tout ce que c'est CI, par exemple pour notre travail en particulier, pour le rôle de Release and Build Specialist, c'est la CI, les outils de CI, qu'ils soient TeamCity, qu'ils soient GitLab, qu'ils soient Jenkins par exemple. C'est important parce que les process de CI du jeu vidéo, ils sont beaucoup plus lents que dans du développement traditionnel. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un rôle spécifique comme le nôtre. C'est pour être capable de comprendre en profondeur comment tous ces outils marchent et pouvoir du coup après optimiser tous les process qui prennent du temps, voir où on peut couper du temps, où on a besoin de garder un certain temps précis, etc. Sinon, les outils de version, toujours. Du coup, Perforce, c'est sûrement un outil qui est pas duquel on ne parle pas beaucoup, mais qui est central dans le domaine du jeu vidéo. Okay. C'est très important. Et bien sûr, Git et GitLab, GitHub. Et sinon, bien sûr, c'est très bien de s'intéresser aux moteurs graphiques comme Unity ou Unreal Engine, qui sont publics, qui sont accessibles à tout le monde, ou Godot aussi. Aussi, si par exemple certaines entreprises, certains projets ne vont pas utiliser ce moteur-là, mais au moins avoir les connaissances de comment ça marche, par exemple. Et en particulier, si quelqu'un est intéressé dans le rôle, quand quelqu'un est intéressé au rôle du Release and Build Specialist ou Build Engineer, comme dans des autres boîtes, ils appellent Release and Build Engineer à la fois, de s'intéresser aussi à comment ces moteurs-là, ils compilent, comment ils packagent une build, etc. Et comment faire ça, par exemple, à travers une ligne de commande, etc. Ok, bon. J'ai l'impression que Inès a eu la chance de tomber dans un environnement et dans une équipe avec un accompagnement humain et un accompagnement spécifique aussi, même techniquement. Pour en avoir discuté, toi Gabriele, tu es aussi passé par l'alternance, donc je pense que ça favorise l'accompagnement que Inès peut recevoir. Mais est-ce qu'il y a des compétences qui sont bonnes à acquérir avant ça? Est-ce qu'on peut parler, je sais pas, des mathématiques, de la logique, de l'algorithmie, peut-être d'aspects scientifiques, enfin peu importe. Est-ce qu'il y a des compétences qui peuvent être prioritaires si on a envie d'aller dans une carrière du jeu vidéo et éventuellement dans votre sphère spécifique? Je pense qu'une connaissance qui est toujours importante à avoir, c'est de la mathématique. Okay. Un point qui est super important, pas juste dans le jeu vidéo, mais dans tous les boîtes, c'est le monitoring, le alerting, monitoring et statistique pour voir l'état d'un service, pour voir l'état des performances en jeu, quoi que ce soit. Et tout ça demande un certain niveau de connaissance en mathématiques, qui c'est super bien à apprendre. Et encore plus si tu veux travailler dans le jeu vidéo en général, si tu veux rentrer dans du développement moteur, par exemple, là, la mathématique, c'est fondamental. La gestion des espaces 3D, vecteurs 3D, 2D, etc., c'est fondamental pour pouvoir savoir comment ça marche un moteur graphique, comment construire un moteur graphique à la fois ou interagir avec ça. Ok, merci. On a évoqué déjà cette montée en difficulté, on a évoqué ces étapes, le pas à pas en fait, finalement, un peu cet esprit tutoriel. Comment est-ce qu'on gère
le droit à l'erreur dans une activité comme celle du jeu vidéo et dans l'accompagnement d'une alternante qui nécessairement va être amenée à peut-être pas appeler ça des erreurs, mais en tout cas à faire des choses qui sont à corriger. Bien sûr, il faut partir par des étapes pour un alternant en particulier qui ne soit pas super critique du début. Fait, il faut qu'il y ait une marge d'erreur consistante pour qu'un alternant puisse bien travailler. Bien sûr. Parce qu'il commence, c'est le tout début de sa carrière, il va y avoir des erreurs, c'est nécessaire, c'est sûr. Et du coup, c'est important qu'il ait la possibilité de faire ces erreurs-là. Et après, on peut en parler, on peut en discuter. Et on accompagne, encore une fois, comme on disait, on accompagne l'alternant périodiquement, on pose des questions comme ça. S'il y a des difficultés, on ne laisse pas toute seule à faire des erreurs qui peuvent être plus ou moins importantes, mais que si on peut prévenir, on essaie de prévenir en communiquant, en discutant, en récupérant du feedback. Et bien sûr, s'il y a une erreur, c'est pas grave, ça peut se passer, on va y travailler dessus. Et voilà, et au fur et à mesure, on va voir comment ça avance, on apprend. On apprend de ses erreurs. Et voilà, on va améliorer chaque jour. Chaque jour, exactement. Passons à la partie peut-être tech et industrie, au sens un petit peu plus large du terme. Là, l'idée, c'est qu'on ait cette conversation de façon assez ouverte, donc on puisse échanger ensemble. Est-ce que du coup, dans ce secteur du jeu vidéo, il y a des évolutions techniques majeures ces dernières années, sans forcément pour l'instant être dans la prospective, mais est-ce qu'il y a des grosses évolutions qui ont eu lieu ? Oui, il y a plein d'évolutions dans tous les sens. Bien sûr, je pense qu'on se sent plutôt à l'aise à parler de notre domaine en particulier, c'est celle du DevOps et du CI. Et voilà, et sur ça, on a, comme je disais, plein d'évolutions. Il n'y a pas longtemps, on ne parlait pas trop de Configuration as Code. Configuration as Code, c'est la possibilité de configurer un outil à travers du code à la place d'une interface graphique. Et en ayant travaillé dans le passé avec des outils qui ne sont pas configurés à travers du code, c'est l'enfer. Et du coup, surtout sur des gros outils de CI qui doivent gérer des process qui durent des heures, c'est super compliqué. Et tu fais une erreur, tu n'as pas un système de versioning pour pouvoir retourner arrière à la version précédente. Du coup, ça, par exemple, c'est un changement qui, maintenant, ça fait un petit moment qui est arrivé, mais qui s'est arrivé progressivement dans notre domaine, dans les spécialistes. Et voilà, selon moi, c'est fondamental. Ouais. Je pense que même au sens général, l'informatique, c'est quelque chose qui évolue continuellement. On n'a jamais fini d'apprendre, c'est un apprentissage continuel, peu importe la spécialisation dans laquelle on est. Donc il faut toujours faire attention aux dernières innovations, qu'est-ce qui sort et comment on peut nous les utiliser, comment ça peut nous être bénéfique, comment on peut les prendre en main. Donc c'est important de rester à jour. Comment on fait attention ? Comment on reste à jour ? On lit, on se forme, on fait de la veille, comment on fait ? C'est un peu de tout ça en fait. C'est être à jour, par exemple, ça peut être des plateformes qui publient des articles sur les dernières mises à jour, même sur un langage de programmation ou sur les dernières innovations, les derniers logiciels. Nous, par exemple, notamment, on essaye régulièrement, toutes les 2 semaines environ, de partager entre nous des articles sur des choses pertinentes qu'on a vues pour partager le savoir au sein de l'équipe. Donc ça peut être une façon de rester informé. Et est-ce qu'on contribue aussi soi-même à l'écosystème ? On a le temps de contribuer aussi à l'évolution et pas que consommer ces évolutions-là. Est-ce qu'on y contribue aussi à ces évolutions ? C'est très important dès que possible de faire ça. Moi, j'en ai pas fait énormément jusqu'à là. Ça commence doucement. J'ai, par exemple, écrit un article en interne à Ubisoft. C'est très important parce que j'ai pu partager mes connaissances avec le reste de la boîte. Et en général, je pense que c'est fondamental je trouve que c'est une chose super importante en général dans le développement, de
savoir communiquer, de savoir exposer ce qu'on fait, de montrer que on fait les choses, mais on est aussi capable d'exposer ça à des personnes qui ne sont pas nécessairement techniques. Quand tu es dans le jeu vidéo, c'est très souvent le cas, de devoir parler de quelque chose qui est très technique à quelqu'un qui n'a pas le même niveau de compréhension. Il est sur un domaine complètement différent du tien. Et du coup, c'est important de savoir communiquer, c'est fondamental selon moi. Et du coup, les exercices comme écrire des articles, communiquer, échanger, faire des présentations dès que possible, comme possible, c'est super important. Ok. Voilà. Top. Ce qui, du coup, finalement, est aussi pratiqué au sein d'une formation, parce que notamment, nous, à l'ETNA, une grande partie des projets peuvent être menés, vont ensuite être évalués par des soutenances qui peuvent nécessiter cet esprit de communication et l'esprit aussi de vulgarisation, être capable d'expliquer pourquoi on a fait ces choix-là, comment on les a faits, quel était l'objectif de ces choix. Donc, ça démontre bien qu'en effet, il y a encore une fois un lien assez spécifique à faire, quoi. Complètement, oui. Ok. Et pour toi, ça n'a pas été trop compliqué, cette faculté d'échanger avec d'autres équipes et de recevoir de la part de ces autres équipes potentiellement des infos d'univers qui ne sont pas dans ton domaine de compétences? Au début, ça a pu être un petit peu un challenge parce que du coup, j'avais l'habitude d'être dans ma formation avec des personnes qui faisaient la même chose que moi. Ouais. Donc si j'utilise un terme très technique ou très précis, même à un projet spécifique, ils savent très bien de quoi je parle. Mais là, du coup, il faut savoir échanger avec des personnes qui, même si on travaille sur le même projet, on n'a pas du tout le même domaine de compétences. Donc il faut savoir quand même vulgariser pour ces personnes-là. Et ça a été un exercice très formateur aussi. Ok. Et du coup, toi, ta posture, c'était poser beaucoup de questions ou emmagasiner et faire les recherches de ton côté? Un peu des deux. Okay. Moi, personnellement, j'ai le réflexe, et ça c'est ma personnalité, de faire ma recherche avant de poser la question. D'accord. C'est peut-être bien, peut-être pas bien, mais c'est le réflexe que j'ai. Mais poser les questions, je me force parfois aussi à poser des questions. Et c'est très important parce que parfois on peut se dire qu'on a compris quelque chose et en posant une question, on se rend compte que pas forcément. Donc, pas entièrement. Pas entièrement. Donc c'est important. Ok. Si je peux rebondir sur le sujet des évolutions techniques du secteur, en fait, il y a Configuration as Code, comme je disais, mais fondamental, bien sûr, c'était aussi l'arrivée des plateformes cloud. Okay. Parce que, historiquement, notre métier, c'était avec des machines physiques, avec une farm, un groupe de machines physiques dans lequel on installait des agents pour que notre système de CI pouvait lancer les builds localement. Mais ça, c'est bien et c'est encore appliqué souvent. Mais bien sûr, c'est aussi risqué parce qu'une machine physique, c'est plus dur à installer, ça peut causer des erreurs, juste à cause de l'utilisation sur le long terme, etc. Du coup, l'arrivée du cloud, ça nous permet aussi d'utiliser des machines virtuelles qui sont plus dynamiques dans la création, destruction, etc. Okay. Qui on peut recréer, qui on peut repartir de zéro, qui on peut utiliser, qui on peut lancer plusieurs en même temps pour rendre plus rapide, paralléliser des procès. Et voilà, ça c'est un gros changement qui est super important, qui était super important pour notre travail. Et bien sûr aussi la containerisation dans le même concept, de pouvoir avoir des serveurs qui sont plus résilients, de pouvoir travailler tout dans la même logique, dans le même environnement, à travers des containers, tout ça c'est fondamental pour moi. Ok, super. Au sein de ton équipe, Gabriele, qu'est-ce que ça représente l'IA au quotidien? Ça a un avantage? Pour nous, on n'a pas encore complètement, là je parle de notre équipe en particulier, équipe RBS, on commence à toucher le sujet de l'IA, on commence à essayer les fonctionnalités. Bien sûr, on voit qu'il y a des avantages en termes de rapidité, etc. Mais on n'est pas encore 100% à l'intérieur de ça. Okay. On évalue, on essaye. Il
Et voilà, on va voir comment ça avance. Comment ça va évoluer. Okay. Et au-delà du coup de la partie purement IA, sur la partie sécurité, est-ce que ces dernières années, il y a des enjeux qui sont apparus et qu'il a fallu résoudre? En termes de sécurité, je pense que c'est un des sujets les plus importants qu'on traite dans notre day-to-day. Okay. La sécurité, c'est central pour nous. On s'assure tous les jours que notre système sont bien sécurisés. Plus nous, on travaille dans l'infrastructure, dans les codes, on doit bien s'assurer que tu es solide. Et bien sûr, c'est super important pour Ubisoft en général, pour tous les boîtes, de maintenir un profil de sécurité. Chaque année, on fait des rappels, des entraînements pour s'assurer que qu'on applique, qu'on connaît et qu'on applique les bonnes pratiques de sécurité le plus possible. Ouais. Ok, intéressant. Cet échange va arriver à sa fin. Inès, est-ce que tu peux nous partager 2 choses que tu retiens de ton expérience jusque-là chez Ubisoft Paris? 2 choses. Je pense que la première, la plus évidente, c'est mon expérience technique, ma formation et le fait que ça m'a permis de clarifier mon projet professionnel en un sens. Ouais. C'est quelque chose que j'ai retiré de ça et c'est aussi rassurant de se dire que maintenant on est un peu plus sûr de ce qu'on veut faire, etc. Qui peut être un sujet assez stressant en tant qu'étudiant. Au niveau de l'orientation, mais aussi je retire beaucoup au niveau expérience personnelle et relationnelle. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup appris au niveau des échanges, etc. Donc ça, c'est aussi un point très important que je retiens. Super, merci. Gabriele, quel est ton conseil numéro 1 pour réussir dans cet écosystème du jeu vidéo? Comme on disait avant, il y a une grosse partie, il n'y a pas énormément de postes dans le jeu vidéo et c'est un domaine où il y a énormément de gens qui appliquent, pas énormément de postes. Du coup, il y a un côté de poser les applications le plus possible partout. Il y a aussi un côté de chance, justement, d'être sûr qu'on est les premiers à faire l'application, essayer d'être tôt dans ça. Mais surtout, du coup, autour de toutes ces informations-là, toutes ces considérations-là, c'est important de prendre toutes les opportunités possibles pour rentrer dans le domaine. Okay. Qu'ils ne soient pas juste à envoyer des applications. S'il y a des événements pour rentrer en contact avec des gens du domaine, aller aux événements. S'il y a des présentations dans l'école, des possibilités d'échange, prenez-le. Et voilà. Okay. Et maximisez votre chance de rentrer en contact avec le domaine. Il faut pas se concentrer sur un levier. Il faut essayer de démultiplier les canaux et se dire ok, je peux faire des candidatures, je peux surveiller les plateformes, je peux suivre les comptes des différentes entreprises concernées, mais c'est aussi important que je sorte. Il faut aussi que j'aille dans les événements, dans les conférences, il faut que j'aille faire du réseau, il faut que j'en parle. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est pas évident pour les jeunes que de se dire allez, je me prends par le bras et je vais aller à tel forum, je vais aller à tel salon, je vais aller assister à telle conférence. Puis une fois que j'y suis, maintenant il faut que je parle et il faut que j'aille voir des gens et c'est vrai que ça reste quelque chose qui intrinsèquement n'est pas facile en fait à faire, je pense pour tout le monde, mais ça reste fondamental de développer cet esprit-là qui en fait témoigne d'une motivation, on en reparlait, d'une motivation toute particulière parce que justement peu vont le faire convenablement ou correctement. Donc plus on va s'entraîner à le faire et plus on va le faire et plus en effet on va répéter. Puis quand on peut se retrouver après même à faire du multiband parce que si on a fait notre candidature puis après on va croiser la personne qui a lu notre candidature à un événement spécifique qui va faire le lien entre et ainsi de suite, c'est vrai que forcément ça apporte un regard différent sur le profil. Et j'ajouterais sur ça aussi laissez-vous en porte ouverte sur le type de métier que vous voulez dans le jeu vidéo. Okay. Dans le sens que moi, quand je suis rentré dans le jeu vidéo, j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était un build engineer. J'avais très peu d'idées qu'est-ce que c'était du DevOps. Mais l'opportunité que j'ai trouvée, c'était dans ce domaine-là.
Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé, et aussi si je ne m'entendais pas. Du coup, ne pensez pas seulement aux rôles qui sont les plus connus, comme du gameplay programming ou du engine development, etc. Ouvrez aussi la porte à des choses qui peuvent être plus spécifiques, moins communes, mais qui peuvent être autant intéressantes. Un beau message, ça aussi. C'est chouette. Quel message vous pourriez donner à de futurs alternants qui auraient envie de rejoindre l'ETNA ? Moi, mon message principal, je pense, c'est que il ne faut pas se fermer de porte et il faut persévérer. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire qu'on n'est pas légitime ou autre. Il faut y aller et chaque opportunité qu'on vous présente, même si vous vous dites que ça ne va pas forcément aboutir quelque part, allez-y. Moi, je sais que, par exemple, j'étais allée à des salons pour présenter l'école à d'autres étudiants. Donc là, on se dit, je vais juste voir d'autres écoles et d'autres étudiants. Ça ne va pas m'aider dans ma recherche d'alternance. Mais il se trouve qu'à un de ces salons, il y avait d'autres entreprises et j'ai pu aller démarcher comme ça. Donc, ne pas hésiter, sortir et saisir toutes les chances qui se présentent à vous. Merci. Gabriele. Du coup, de mon côté, je reprends ce qu'on disait au début. Personnalisez votre candidature à l'interface où vous faites votre application et créer des messages de motivation. Et aussi là, personnaliser, montrer votre motivation. Oui, écrivez-les, ne les générez pas. Écrivez-les, ne les générez pas. Écrivez-les. Au moins, réalisez-les bien avant de partager. Super, je vous remercie beaucoup. C'était un échange super sympa, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci à tous ceux qui vont du coup nous regarder. N'hésitez pas évidemment à nous suivre ou à commenter si vous avez des questions juste en dessous de la vidéo. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. C'est donc le podcast Éruption de l'ETNA. C'était avec Ubisoft Paris Studio, avec Inès et Gabriele. Un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.